Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque fois. J'espère surtout que vous êtes en forme et confortablement installés, parce que je ne sais pas si vous avez vu le temps qu'on va passer ensemble encore sur cette vidéo. Mais voilà, moi je m'en réjouis, j'espère que les plus courageux d'entre vous iront jusqu'au bout. Vous savez que vous pouvez toujours accélérer un peu la vitesse de lecture de la vidéo. C'est plus dynamique, ça ira plus vite. Vous voyez autour de moi un certain nombre d'armes, un peu derrière moi, quelques bouquins, le décor est planté. Voilà, aujourd'hui on va parler des armes de poing à percussion de la guerre de sécession. Alors au départ je voulais faire une vidéo complète sur le nord et le sud, et puis vu l'ampleur du sujet, si on veut un petit peu détailler, hein, vous savez que les vidéos de 10 minutes c'est pas trop mon truc, parce qu'on n'a pas le temps de développer. Donc là, vu l'ampleur, je me suis dit on va scinder en deux, on va faire une vidéo sur le nord et une vidéo sur le sud. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont les armes du nord. En préambule à ces vidéos, j'avais l'intention d'aborder la situation géopolitique de la guerre de sécession, comprendre les enjeux qui se sont joués à ce moment-là, les raisons pour lesquelles le nord et le sud sont entrés en guerre. Et puis vous savez comme moi que quand vous vous plongez dans l'histoire, ce que vous apprenez en fouillant, en allant chercher les infos, ça diffère parfois beaucoup, souvent même, de ce que vous avez appris à l'école. Moi, je me souviens, quand on avait abordé la guerre de sécession très succinctement à l'école, c'est le Nord qui voulait sauver les esclaves du Sud. Et abolir l'esclavage. Et puis quand on fouille un peu l'histoire, on se rend compte que c'est absolument pas ça. Abraham Lincoln était un raciste complet, comme la plupart de ses contemporains de l'époque, c'était comme ça. Donc abolir l'esclavage, ça n'a pas du tout été ce qui a motivé le Nord à tomber sur le Sud. Bon. Alors évidemment, je pourrais développer un petit peu, mais c'est un sujet polémique, vous le savez. En ce moment, depuis quelque temps, il y a des mouvements comme ça, on va déboulonner la statue du général Lee, chez nous de Colbert. Bon, une espèce de... Voilà, on veut effacer l'histoire et reconstruire une autre histoire qui n'est pas la nôtre. Bon, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dans ces considérations parce que c'est sujet à polémique et je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Je vais suivre l'exemple de Didier Bianchi, dans ses bouquins sur les armes du Nord et les armes du Sud. Il aborde que très succinctement le contexte historique de la guerre pour ne s'intéresser qu'aux armes. Ça va être mon cas, je vais faire comme lui, comme ça on va éviter les discussions inutiles. Cependant, je vous invite à vous plonger dans l'histoire, à lire des bouquins et vous ferez votre propre opinion. Voilà. Parce qu'entre ce qu'on apprend officiellement, ce qu'on appelle l'historiographie, qui est l'histoire officielle, souvent écrite par les vainqueurs, vous le savez, elle n'a rien à voir, elle est souvent tronquée, édulcorée, quand elle n'est pas simplement mensongère. Donc, bref, vous ferez votre idée par vous-même. Pour ceux qui sont passionnés de littérature, savent bien que Alphonse Daudet n'a pas écrit les lettres de Montmoulin. Alexandre Dumas n'a pas écrit les Trois Mousquetaires. Bon, c'est des choses, de même que il y a une vingtaine de pièces qu'on attribue à Molière qui ont été écrites par Corneille. Bon, voilà, si on ne se plonge pas vraiment dans l'histoire, on va gober un petit peu ce que la télé ou certains médias nous disent, et puis voilà, on ne va pas aller chercher plus loin, soit parce que ça ne nous intéresse pas, soit parce que c'est pas important. Moi j'aime l'histoire, vous le savez, donc je vais chercher la vérité. Voilà, je vais loin pour trouver la vérité. Donc, plongez-vous dans ces vérités-là, informez-vous, lisez, pas simplement sur la guerre de sécession, sur n'importe quelle chose. Il faut aller chercher la vérité parce que, comme disaient Scully et Mulder, la vérité est ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui, le décor est un peu planté, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. Alors, j'ai pris des notes, hein. Vous m'en voudrez pas, parce qu'une vidéo comme ça, avec autant d'informations, je serais incapable de les retenir complètement et je vais commettre des erreurs. Donc je préfère prendre des notes et m'y référer. Voilà, donc on va quand même contextualiser un petit peu. Le Nord, c'est entre 20, 22, 23 millions d'habitants en 1860. Le Sud, c'est 6 millions. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes rapports.
et auxquels s'ajoutent environ un petit peu plus de 3 millions d'esclaves. Alors le Nord est très fortement industrialisé, hein, c'est là où d'ailleurs on trouve le plus grand nombre de fabricants d'armes, d'ailleurs. Alors l'industrie n'est pas que les armes évidemment, mais voilà, le Nord est très fortement industrialisé, il y a une densité de population énorme, et le Sud, lui, est une terre de plantation, c'est une terre agricole, c'est une terre de culture. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes densités, on n'est pas du tout, on est même carrément dans deux modèles complètement opposés. Alors, il faut savoir aussi que le Nord, c'est 25 États, et le Sud, c'est 12 États, plus, pendant la guerre, 2 autres États, le Missouri et le Kentucky, qui étaient restés unionistes, mais où il y a eu des grosses factions séparatistes qui ont rejoint les sudistes. Alors, la guerre de sécession, elle commence le 12 avril 1861, voilà, avec l'attaque de Fort Sumter, qui était un fort maritime dans la baie de Charleston, en Caroline du Sud, qui a été prise par les Confédérés, et puis bon voilà, donc tout est parti de là, ça a été le premier acte de guerre, on va dire, voilà, et cette guerre-là, elle se termine quasiment 4 ans, jour pour jour après, le 9 avril 1865, avec la reddition des États confédérés par le général Lee, qui se rend à Appomattox et qui dépose les armes devant le général Grant, qui représentait les forces de l'Union. Alors, à l'époque, il faut savoir que les forces en présence sont colossales. C'est du jamais vu. Voilà, c'est du jamais vu. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'historiens considèrent que la guerre de sécession préfigure les guerres modernes, et notamment la Première Guerre mondiale. Il y a 2 millions de nordistes sous les drapeaux, et un peu plus d'1 million de sudistes. Donc c'est vous dire qu'on est à plus de 3 millions d'hommes qui se massacrent. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est une guerre qui a fait, alors selon les estimations, entre 650 et 750 000 morts, selon les dernières estimations, qui sont sorties je crois en 2015, où il y a eu un historien qui s'est vraiment penché dessus, et qui lui estime qu'on est autour de 750 000. Et il faut savoir aussi que, 2 points importants, c'est que les 2 tiers de ces victimes sont mortes de maladie, principalement, et 1 tiers seulement sont morts tués sous les balles de l'ennemi. Et puis il faut savoir que les morts américains de la guerre de sécession sont plus nombreux que les morts de la Première Guerre, Seconde Guerre, la Corée, le Vietnam réunis. C'est-à-dire que la guerre de sécession, 4 ans de guerre de sécession, a fait plus de morts que les 4 conflits que je viens de vous donner. En perte américaine, j'entends. Voilà. Donc c'est quand même... c'est colossal. C'était du jamais vu. C'est lors de la guerre de sécession qu'on voit apparaître les premières mitrailleuses. Voilà. Il faut savoir aussi que pendant la guerre de sécession, on utilise les sous-marins. Alors évidemment, rien à voir avec les sous-marins d'aujourd'hui, mais c'est quand même des sous-marins. Et ça, peu de gens savent. Intéressez-vous aux sous-marins d'ailleurs, parce que moi, on m'avait offert un bouquin sur les sous-marins, je fais une petite aparté. La première torpille tirée, vous hallucinerez quand je vais vous dire ça, la première torpille tirée à partir d'un sous-marin, c'est 1801. C'est 1801. Et le sous-marin, globalement, est une invention française, mais que les Français ont rejeté parce qu'on ne fait pas la guerre cachée. Hein, à l'époque, il valait mieux se faire massacrer plutôt que de faire la guerre cachée. Bon, c'est comme ça. Bref, le décor est planté, j'arrête avec ça. Donc, on va aborder les armes à percussion. Alors, pourquoi les armes à percussion ? Parce que ça a été les plus répandus pendant la guerre de sécession, même s'il y avait encore des pistolets à silex, des pistolets à 1 coup, 2 coups à percussion, mais ça restait quand même... bon, il y en avait beaucoup, parce que c'était ce qui équipait les armées à l'époque, et quand on n'est pas en état de guerre, ben, l'armée, elle ne voit pas la nécessité forcément d'acheter des armes modernes ou d'investir beaucoup d'argent. Il n'y avait pas un budget énorme hein, à l'époque, et donc du coup, bon, ben, voilà, beaucoup de soldats étaient encore avec des armes à silex, et des armes à percussion, mais à 1 coup, des pistolets à percussion. Donc ça ne rentre pas dans notre propos aujourd'hui, puisqu'on va voir que quand même le gros des armes de poing, j'entends, c'est des armes à percussion, ce qu'on appelle des armes à poudre noire. Alors, Dominique Vénère, dans son livre excellent au demeurant, voilà, dans son livre Revolver et pistolet américain, dit que, je regarde mes petites fiches, il ne faut pas m'en vouloir, dit que le Nord a acheté environ 750 000 armes de poing, revolver,
entre 1861 et 1865, tandis que le Sud en a acheté 250 000 sur les marchés étrangers. C'est-à-dire que, on l'a vu, le Sud n'est pas du tout industrialisé, très peu. Donc ils n'ont pas de fabrique d'armes. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont envoyer des émissaires en Europe pour acheter des armes. C'est pour ça qu'on verra beaucoup d'armes françaises dans les rangs de sudistes. Et puis petit à petit, bon, les achats, à cause des blocus du Nord, bon, ça s'est un peu tari. Le Sud a quand même fabriqué à la va-vite un peu, et certaines très belles pièces d'ailleurs, et d'autres un peu moins. Mais bon, il fallait fournir, c'était l'effort de guerre. À peu près 20 000 armes sont sorties des armuriers du Sud. C'est que dalle par rapport au rouleau compresseur du Nord qui avait toutes les industries armurières, c'est-à-dire tous les plus grands noms de l'armurerie américaine étaient dans le Nord. Toutes les marchandises arrivaient dans le port de New York. J'en parle quand même, mais le coton, par exemple les sudistes devaient passer par le Nord pour aller exporter. Ils ne pouvaient pas exporter directement. C'est un peu aussi les raisons qui ont... voilà, bon, le Sud était un peu, pas sous embargo, mais voilà, bon, il y avait des choses que le Nord faisait peser sur le Sud qui étaient un peu intenables. Voilà, alors vous allez voir que bon, j'ai collecté beaucoup de pièces pour pouvoir illustrer cette vidéo, mais il y en a certaines que j'ai pas pu acheter parce que soit c'est des pièces qui ne sont plus fabriquées, qu'on ne trouve plus, je parle de répliques, hein, soit les prix sont délirants, et puis je parle même pas des originaux, hein. Vous savez que pour le prix, je sais pas moi, pour le prix on va dire d'un 1860 original, qui, si vous voulez qu'il soit en très bel état, va vous coûter entre 2005 3000 euros, on va dire. Vous avez, pour 3000 euros, vous avez à peu près tout ce qu'il y a sur la table, donc on va pas... Hein, je dis, voilà, on va s'en tenir aux répliques, qui sont la plupart quand même relativement fidèles, voire même très fidèles. Donc pour illustrer ma vidéo, c'est parfait. Voilà. Sinon, eh bien, pour les armes que je n'ai pas, il y a quelques pièces donc qui me manquent, je ferai appel aux incrustations d'images. Vous avez l'habitude maintenant. Voilà, ce sont mes effets spéciaux à moi. Bon. On va commencer donc par les armes du Nord, hein, le thème de cette vidéo aujourd'hui, et on va commencer par le fabricant qui, à l'époque, est sur la première marche du podium depuis longtemps, c'est Colt. Donc honneur à Colt, vous savez qu'en plus j'affectionne particulièrement les Colt, donc on va parler des Colt de la Seconde Guerre, j'allais dire, n'importe quoi, de la guerre de sécession. Bon. Alors on va vite passer sur le Patterson. J'ai pas pu trouver de Colt Patterson 1837-1836 parce que le seul que j'ai trouvé d'occasion était à un prix délirant. Mais voilà, donc premier effet spécial, incrustation d'image. Ça c'est un Colt Patterson qui a eu plusieurs versions, hein. Il y a eu un refouloir, il y a eu des canons plus courts, plus longs, etc. etc. J'en ai pas, et en plus de ça c'est une arme... le Patterson, c'est moins de 2500 exemplaires, hein, en gros, hein, moins de 2500 exemplaires, donc ça n'a joué quasiment aucun rôle pendant la guerre de sécession. Alors il y avait peut-être un soldat ou deux qui en avait, mais ça n'a pas été déterminant. Donc on va passer assez vite là-dessus. Ensuite on arrive avec le Colt Walker, donc là j'en ai un, c'est un Uberti, hein. La plupart d'ailleurs des pièces ici sont des Uberti ou des Pietà. Voilà, donc vous voyez, ça c'est monstrueux. Voilà. Ça c'est le Walker 1847. Donc le Walker 1847 c'est du calibre 44, ça pèse 2,1 kg à vide. On peut mettre 4 grammes de poudre, ce qu'on appelle la charge de guerre, 4 grammes de poudre noire par chambre. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Certains spécialistes disent que ça équivaut à du 357 aujourd'hui. Alors le Walker, je le repose parce que ça pèse un âne mort. Donc le Walker, lui, c'est à peu près 1100 exemplaires qui ont été fabriqués. Alors c'est intéressant de noter que, on en parlera tout à l'heure avec un autre fabricant, parce que savoir comment ils ont été fabriqués ces Walker, ça c'est intéressant. Je l'ai abordé aussi
brièvement dans ma vidéo sur l'histoire de Smith et Wesson, vous allez voir que les choses se recoupent. Bref, avec 1100 exemplaires du Walker, il est évident que ça n'a joué quasiment aucun rôle dans la guerre de sécession, donc je le montre parce que je l'ai, et puis que ça illustre un petit peu l'évolution des armes Colt. Ensuite, on arrive au Dragoon. Alors vous voyez, le Dragoon, c'est ça. Ça reste une arme très volumineuse qui fait 1,9 kg, donc un petit peu, je vous le compare comme ça, vous voyez, bon, on est quand même un poil en dessous du Walker, 2,1 kg, ça 1,9 kg à vide. Il y a eu globalement 3 modèles, mais bon, voilà, alors avec modèle ponté rond, ponté squareback, donc carré, ce qu'on appelle, etc., avec la forme des tenons de verrouillage, pas les tenons de verrouillage, mais les encoches, verrouillage du barillet, qui diffèrent. C'est à ça aussi qu'on reconnaît le premier modèle du deuxième et du troisième modèle. Alors là, on est un petit peu plus sur les quantités, on est à peu près à 20 000 pièces. Donc effectivement, des Dragoons, on en a trouvé encore dans la guerre de sécession, en plus grand nombre que ses 2 prédécesseurs. Alors, on arrive maintenant à une pièce maîtresse de Colt, qui a été un succès phénoménal, et qui, alors oui, bon, évidemment, si je veux respecter comment dirais-je, la chronologie, après le Dragoon, il y a eu le Baby Dragoon. Voilà. Mais le Baby Dragoon n'a fait l'objet d'aucun contrat militaire, donc là j'ai oublié de le préciser, mais on va plutôt parler des armes qui ont eu un contrat militaire. Mais pour vous montrer quand même ce qu'est un Baby, voilà, là vous avez le Walker et le Baby Dragoon, vous voyez, qui est en calibre 31, c'est tout petit. J'ai refait une photo là ici. Là vous avez le Walker, le 1860, le Remington, le 1851 et le Baby Dragoon. Vous voyez que, voilà. Donc c'est des armes qui n'ont fait l'objet d'aucun contrat, donc on n'en parle pas. De même que le Colt 1849, le modèle Pocket, c'est pareil. Alors évidemment, certains soldats en portaient, mais c'était à titre personnel, ils l'avaient acheté eux-mêmes avec leur pognon. Certains officiers aussi étaient équipés d'armes qui ne faisaient pas partie des commandes militaires. Donc on en parle, mais brièvement. Voilà. On arrive donc à cette pièce maîtresse, parce que le problème de Colt à l'époque, c'est que ces armes-là, le Dragoon, le Walker, c'est beaucoup trop gros, on ne peut pas le porter à la ceinture, ça se porte dans ce qu'on appelle des fontes de selle. Vous savez, on a tous vu ça dans les films, vous avez une espèce de poche comme ça devant la selle ou derrière la selle, et vous mettez votre arme dedans. Parce qu'à porter à la ceinture 2,1 kg ou 1,9 kg, au bout d'un moment, voilà. Donc le souci de Colt, c'était de se dire, je dois proposer une arme qui soit plus puissante que le Pocket 1849 ou le Baby Dragoon, qui ont été des gros succès. Hein. Je regarde, le Baby Dragoon c'est 15 000 exemplaires, et le Pocket a fait un carton. Hein. Le Pocket c'est 336 000 exemplaires. Je ne sais pas si vous voyez, 336 000 exemplaires entre 1850 et 1873, fin de la fabrication du Pocket. C'est vous dire le succès des armes Colt. Donc, le souci de Colt, c'était d'avoir une arme qui puisse faire l'objet d'une commande militaire, donc intéresser l'US Army et l'US Navy, dans un calibre plus puissant que le Pocket, qui était en calibre 31, je le rappelle, et moins lourd et intermédiaire avec le Dragoon qui était en calibre 44. Et ça a été cette petite merveille, voilà, je ne sais pas si on voit bien, voilà, ça c'est le Colt 1851, calibre 36, modèle Navy, qui est une merveille, voilà, ça a été, enfin je veux dire, dans les revolvers à poudre noire, moi c'est mon préféré, voilà, c'est le 1851, je trouve sa ligne absolument magnifique. Alors je pense que ça vient aussi de tous les western spaghetti, où ils avaient énormément de 1851 comme ça. Voilà, bon, on se souvient tous du Bon Labrute, le Truand et tout le bazar, et tous les westerns avec Terence Hill et tout, ils ont tous ça, pratiquement. Donc je pense que mon imaginaire d'enfant, voilà, comme j'étais... bon, j'avais un père militaire à la base, donc j'ai toujours un peu vu des armes, et puis mais je m'y suis intéressé moi très très tôt, hein. Quand on est gamin, on est fasciné par les cow-boys, les indiens, etc. Et je pense que cette arme-là m'a profondément marqué à cette époque-là.
et ça reste aujourd'hui mon arme à poudre noire préférée. Alors je dis à poudre noire parce que vous savez que mon arme préférée c'est le 1873. Voilà. Alors, ça, donc c'est un succès énorme aussi, le 1851, c'est 260 000 exemplaires. 260 000 exemplaires entre 1851 et 1873, fin de production. Alors, dès sa conception, c'est réservé à un usage militaire et les premières commandes sont passées par l'US Navy. Alors, il faut savoir qu'on appelle les calibres 36, le Navy, les calibres 44, Army. Parce qu'il y a toujours eu, et ça tous les militaires le savent, il y a toujours une petite guéguerre entre l'armée de l'air, l'armée de terre, etc. Donc on veut se distinguer. Donc la marine a toujours voulu un certain calibre et l'armée de terre un autre calibre. Bon bref, c'est comme ça et à l'époque c'était déjà comme ça. Après, je pourrais rentrer dans les détails, puisque il y a eu, tenez-vous bien, une centaine de variants du 1851. C'est-à-dire que le collectionneur aujourd'hui qui veut tous les modèles qui sont sortis avec les différents marquages, les différentes longueurs, les différents pontets, les différents de tout, il faut qu'il collectionne une centaine de pièces. Voilà. Parce qu'il y a eu une centaine de variations du Colt 1851. Bref, donc commande militaire évidemment, donc c'est une arme qu'on va retrouver aussi bien dans le nord que dans le sud, puisque je rappelle que cette arme 1851, elle est produite à partir de 1851-52 et elle est vendue sur tout le territoire. C'est pas encore la guerre. Donc les sudistes ont plein de 1851. Ils s'équipent aussi, puisque c'est une arme gros succès, très répandue. À partir du début de la guerre, les fabricants nord-américains ont cessé évidemment d'approvisionner les grossistes sudistes. Voilà. Donc, on pourrait rentrer dans les détails, mais ça serait vraiment trop long. Peut-être je ferai une vidéo sur le 1851 et toutes ses variantes. Bon, on verra. C'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Voilà. Donc, je me réfère à mes petites notes. Hein, vous m'en voudrez pas. Mais une vidéo comme ça, c'est pas évident. À la fin des années 1850, donc à partir de 1857, il y a deux événements majeurs qui vont intervenir, qui vont secouer même le monde armurier. Premier événement, 1857, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Colt, eh bien c'est l'expiration du brevet Colt, c'est-à-dire qu'à partir de 1857, 1858, tous les fabricants d'armes qui se préparaient justement à l'expiration du brevet Colt vont s'engouffrer dans la brèche, n'importe quoi, et vont se mettre à fabriquer des revolvers. Voilà. Donc certains avaient commencé à les fabriquer, mais à ne pas les vendre, hein, puisque c'était un procès à coup sûr avec Colt à l'époque. Il y a eu plein de tentatives comme ça, et Colt à chaque fois était très vigilant, et il a gagné tous ses procès. Hein. Bon, Colt avait quand même le bras long, et c'est le numéro 1 des vendeurs d'armes quand même de l'époque, donc il pesait lourd. Donc, ce premier événement, c'est l'expiration du brevet Colt. Et là, tous les fabricants vont fournir des revolvers. Le deuxième événement, c'est qu'en 1857-58, la guerre de sécession ne fait plus aucun doute dans les esprits. Tout le monde s'y prépare. C'est beaucoup plus que des rumeurs. Les choses ont empiré entre le nord industriel et le sud agricole, pour simplifier. On ne se demande pas s'il va y avoir la guerre, on se demande juste à quel moment ça va démarrer. Donc ça, c'est les deux événements majeurs qui font que les concurrents de Colt vont ébranler un petit peu la position de Colt, et Colt va réagir en 1860 avec ce modèle, donc Army 1860. On revient sur un calibre 44 avec une ligne, vous voyez, qui n'est pas très éloignée du 1851. Alors ici, cet exemplaire, c'est un Centaure. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu la marque Centaure, c'est un Centaure. Il est magnifique. Alors, il est évident que ici, ça a été modifié. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il y a un petit grain d'orge, alors que les 1860 n'avaient pas de grain d'orge. Ils avaient une espèce de demi-lune. Voilà. Donc, Colt sort le 1860 parce que
il est important pour lui de conserver la première place. Or, il sait très bien qu'il a un concurrent qui est un très très gros vendeur d'armes aussi depuis longtemps, c'est Remington. Et Remington, on sait qu'il a sorti, on l'étudiera tout à l'heure, le modèle 1858. Et en calibre 44, Army. Donc, il l'a sorti aussi en calibre 36. Le Remington, il est en tout point supérieur au Colt. On détaillera tout à l'heure. Donc Colt, il était urgent pour lui de se dire il faut que je me maintienne à la première place et que je sorte une arme capable de rivaliser avec ça. Donc, il va mettre... bon, il faut savoir que l'usine d'Hartford, c'est un complexe industriel déjà à l'époque. C'est pas un atelier où il sort quelques pièces comme ça. On l'a vu, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de pièces qui sortent. Donc c'est vraiment une très très grosse infrastructure. Et Colt a les moyens d'avoir les meilleurs armuriers comme employés. Donc ils se mettent au travail et ils vont aboutir à ce que beaucoup considèrent comme étant l'arme à poudre noire ultime, le plus beau revolver à poudre noire. Alors pas pour moi, vous savez que moi c'est le 1851, mais le 1860 est un aboutissement qui corrige les défauts du 1851, parce que le 1851 avait des défauts, qui les corrige tout en conservant un cadre ouvert, ce qui le différencie, hein, vous l'avez vu, du cadre fermé Remington. Et pourtant, je peux vous assurer que le 1860, c'est une arme extrêmement solide. Et tout le monde a trouvé étrange à l'époque que Colt ne fasse pas de cadre fermé, mais il faut savoir aussi que la métallurgie évoluait énormément à l'époque, ça allait très très vite. On maîtrisait les aciers quasiment d'une année sur l'autre, il y a des choses qui étaient obsolètes. Donc les aciers du 1860 n'ont rien à voir avec les aciers du 1851, du Dragoon, du Walker, etc. Là, la qualité des aciers fait qu'on peut avoir une puissance de feu militairement acceptable et avec une arme réduite, c'est-à-dire que ça tire le même calibre. On tire le même calibre avec ces deux armes. Alors évidemment, on met un peu moins de poudre dans le 1860, mais comme les aciers sont meilleurs, on peut charger pleine gueule et ça fait le boulot. On a vu le Walker, c'est 2,1 kg, ça c'est 1,2 kg. C'est 1,2 kg, voilà. Donc ça, vous pouvez le porter à la ceinture, comme le 1851. Il n'y a pas de problème. Ça a un petit peu révolutionné la manière d'utiliser les revolvers aussi, hein. Voilà, donc le 1860. Alors, gros succès sur le 1860. Je ne sais plus combien... 200 000 exemplaires. Voilà, 200 000 exemplaires qui sont fabriqués de 1860 à 1873. Voilà. Alors effectivement, il y a beaucoup d'armes qui cessent d'être fabriquées à partir de 1873, parce qu'en 1873, vous le savez, sort le Single Action Army, Colt 1873, qui va enterrer tous les autres et qui va emporter tous les suffrages et qui obtiendra tous les marchés militaires, là où son principal concurrent de l'époque, dans les années 1870, c'est Smith & Wesson. Et Smith & Wesson, eh ben, aura des contrats militaires aussi, mais va ramer beaucoup plus. Je vous invite à visionner, si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est une vidéo un peu longue, elle fait 1h18, mais ça vous raconte l'histoire de Smith & Wesson. Voilà, avec beaucoup de détails, beaucoup d'anecdotes. Voilà, donc Colt a dit, quand il a sorti le 1860, il a dit « c'est le meilleur revolver que j'ai jamais fabriqué ». Voilà. Et il est mort peu de temps après, hein, il est mort en janvier 62. Donc il n'aura pas assisté, tant mieux pour lui d'ailleurs, hein. En 1864, vous savez, il y a un énorme incendie chez Colt qui va détruire les 3/4 des installations. Donc, et l'usine va mettre une dizaine d'années à retrouver son niveau d'avant. Voilà. Ils vont continuer à produire, ils vont même sous-traiter chez d'autres pour continuer à produire, hein. En 1864, la guerre est loin d'être finie. Et il faut toujours fournir des armes, etc. etc. Donc la production ne s'arrêtera pas, mais elle sera nettement ralentie et délocalisée et sous-traitée. Voilà, on peut dire encore un mot, parce que je les ai, voilà, c'est des très belles pièces. Le 1861, vous voyez que c'est un 1860 un peu plus court, en calibre 36. Alors, on est quasiment sur les mêmes proportions, hein, mais il est un petit peu plus réduit, il est en calibre 36. Il est très beau, très élégant, et c'est donc le modèle 1861.
qui donnera lieu après à un autre modèle, vous voyez, encore plus petit, le 1862, voilà, 1862, alors, qui est mignon comme tout, hein, qui était plutôt pour le marché civil ou ce qu'on appellerait aujourd'hui un backup, c'est-à-dire que l'officier pouvait s'acheter un 1862 en arme de secours, voilà. Il avait son arme de dotation, on va dire, un 1860 généralement ou un 1851, et il pouvait avoir ça, ou de même qu'il pouvait avoir un Smith & Wesson, on va aborder tout à l'heure. Voilà, donc voilà pour les armes Colt qui ont fait la guerre de sécession. Voilà. Encore une fois, on pourrait beaucoup plus détailler, mais on n'en finirait plus. Et puis ça sera l'occasion de faire d'autres vidéos. Voilà. On va parler maintenant du principal concurrent de Colt, c'est Remington. Voilà. Alors Remington, évidemment, son plus connu, c'est celui-là. Voilà, le modèle Army en 44. Le Remington, moi je ne l'ai jamais trouvé beau esthétiquement. Je reconnais que c'est une arme excellente, je reconnais les qualités qui font qu'elle est supérieure à n'importe quel Colt que je viens de vous présenter. Et ne serait-ce que pour une raison très simple, qui n'est pas la carcasse fermée, bien que ça donne énormément de solidité à l'arme, on est d'accord, mais vous allez voir que c'est pas là que se situe, à mon sens, hein, la réelle plus-value du Remington par rapport au Colt. Alors, la saga Remington, on va dire deux mots quand même, ça commence très tôt. Le père qui s'appelle Eli Fallett, hein, bon, ils ont des prénoms bibliques à l'époque, hein, tous ceux qui sont venus étaient souvent protestants, les catholiques allaient plutôt vers le Canada, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les Indiens canadiens se sont mieux assimilés avec les catholiques, alors que les protestants, beaucoup plus durs, ils ont préféré massacrer les Indiens. Je simplifie le truc, mais en fait c'est ce qui explique, enfin c'est ce que les historiens disent. Pourquoi il y a autant d'Indiens au Canada qui se sont assimilés aux Français, aux catholiques en général, parce que il y avait cet esprit un peu plutôt de dire, plutôt que de se foutre sur la gueule, on va plutôt s'entendre. Alors que les protestants, c'était un petit peu plus radical, on va dire. Voilà, c'est ce que disent les historiens. J'ai pas assez étudié la chose pour avoir un avis personnel, je vous rapporte ce que j'ai lu dans les livres. Sachant quand même que les Indiens de l'époque ne sont pas forcément non plus les gentils ou les victimes absolues. Hein. Il y avait quand même des tribus cannibales, il y avait quand même... Enfin, il y avait... Voilà, bon, c'est un autre débat. Allez, j'arrête, on se lance pas là-dedans. Donc, Eli Fallett Remington, lui, au tout début des années 1800, en 1800 d'ailleurs, il installe sa famille à Elion, dans l'état de New York. Alors, Elion, c'est une petite bourgade. Mais il va avoir l'idée, lui, d'installer une forge. Voilà, il a envie de travailler le métal, l'acier, etc. Et c'est une forge qui va devenir assez vite célèbre. Et puis, Eli Fallett Remington, le père, c'est un gros travailleur, c'est un gros bosseur. Donc lui, il veut développer son affaire, il accepte n'importe quelle commande. T'as besoin de fer à cheval, et je te l'ai fait. T'as besoin d'un soc de charrue, je te le fais. T'as besoin il faisait tout ce qui était en métal, etc. etc. Donc, mais il n'avait pas vocation, le père en tout cas, à faire des armes. Pour le moment, ça ne l'intéressait pas. Mais le fils, Eli Fallett II, lui, les armes, ça l'intéresse énormément. Donc, c'est lui d'ailleurs qui va rendre le nom de Remington célèbre, puisque l'histoire nous dit que Eli Fallett II, donc Eli Fallett Junior, a fabriqué son premier fusil à 13 ans. Voilà, il a fabriqué son premier fusil à 13 ans. C'est quand même, faut le souligner. Bref, la qualité des armes produites par la famille Remington est telle que ça n'a pas tardé évidemment à franchir les frontières de l'État, etc., etc. Et en 1828, les Remington sont obligés de s'agrandir parce qu'ils ont une commande militaire qui va arriver quelques années plus tard, et c'est la consécration. J'en touche deux mots, vous savez que le contrat militaire, c'est le Graal pour les fabricants d'armes. C'est-à-dire que si vous avez un contrat militaire, vous savez déjà que c'est plusieurs milliers de pièces, vous savez déjà que ça va vous apporter une respiration financière qui fait que vous allez pouvoir vous développer. Parce que le problème est toujours là, c'est-à-dire quand vous devez investir, vous, l'argent pour développer vos produits, etc., c'est pas évident. Alors que quand vous avez un contrat militaire, vous êtes tranquille, parce que si votre arme elle est bonne, le contrat militaire de quelques milliers de pièces va se transformer en quelques dizaines de milliers de pièces. Voilà, c'était assez fréquent à l'époque. Là, la première commande qui arrive, qui est une commande de l'US Army, elle porte en 1845, hein, on ne parle même pas de la guerre de sécession,
l'US Army passe commande à Remington de 5000 mousquetons. 5000 mousquetons, vous êtes tranquille pendant un bon bout de temps, quoi. Hein. Donc c'est ce qui fait que les contrats militaires étaient recherchés. Voilà, c'était vraiment l'aboutissement, la consécration. Vous étiez fournisseur de l'armée, quoi. Voilà, c'était avec tout ce que ça peut impliquer de régularité. Pas toujours, pas toujours. Donc, il faut savoir aussi, pour finir avec Remington, que Remington, en 1870, tenez-vous bien, Remington en 1870, donc la guerre de sécession est finie, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, en 1870, l'usine de Remington, c'est 15 000 ouvriers. 15 000 ouvriers, quoi. C'est un truc de fou. Remington, c'est vraiment un gros poids lourd. D'ailleurs, Remington existe toujours. Bon, ils ont changé de... C'est racheté, c'est machin, mais la marque Remington existe toujours, de même que la marque Colt. Hein. On sait maintenant que Colt a été racheté par CZ. Et puis Smith & Wesson. Tous ces gens-là, enfin toutes ces marques-là existent encore aujourd'hui. Hein. Ça veut dire quelque chose. Alors qu'il y en a quantité d'autres qui ont disparu. Même certains ont disparu dès la fin de la guerre de sécession d'ailleurs. Parce que les commandes militaires n'étant plus là, ils ont pris le bouillon, la clé sous la porte, allez viens Ginette, on va faire autre chose. Voilà. Alors, on va étudier un petit peu ce modèle 1858. Alors, en quoi il est supérieur, ce Remington? Et en quoi, malgré évidemment certainement l'opposition de Colt, pourquoi l'armée en a acheté énormément? Bah, tout simplement, vous allez comprendre l'avantage de ce revolver, au-delà de la solidité qui est à toute épreuve, là, on est d'accord, à toute épreuve, même si le 1860 est une arme très solide, elle l'est quand même un peu moins qu'une carcasse fermée, et puis avec, il y a de l'acier, quoi, hein, c'est pas une petite, voilà, c'est vraiment une carcasse costaud. Mais l'essentiel n'est pas là, vous allez comprendre. L'essentiel, c'est ça. Hop, j'arme un cran. Je fais ça. Je tire la clavette. Et mon barillet, il tombe. Voilà. Alors, je remets ça ici. Là, il faut enlever la clavette qui est ici. Il faut sortir le canon. Il faut sortir le barillet. Et il faut tout remettre. Vous avez saisi le truc. On ne va pas aller plus loin. Vous avez saisi le truc. L'avantage de cette arme-là, c'est effectivement que si vous avez 10 barillets sur vous, que vous avez au préalable chargé, et bien vous changez de barillet et vous continuez à tirer. Voilà, et c'est pas 6 coups que vous avez, c'est 60. Juste en changeant de barillet. Et le changement de barillet prend 2 secondes. Donc voilà. Hop. Bon, ça prend 2 secondes quand on a l'habitude. Parce que là, hop, il faut passer le truc. Bon, vous allez voir que je fais mentir ma vidéo. Ah, voilà. Il y a juste un petit cran à passer. Voilà, la tige, vous faites ça, et ça y est. C'est fonctionnel. Donc le gros avantage de Remington, c'est ça. Puissance de feu, calibre 44, donc on est sur tout à fait ce que demande l'US Army. Extrêmement solide, et un changement de barillet en 2 secondes quand c'est pas moi qui le fais. Voilà. Alors, ça a été un gros succès aussi, hein, 120 000 exemplaires. Alors, juste pour qu'on se rende compte du ratio, parce qu'à chaque fois je dis c'est un gros succès, alors qu'il s'est vendu le Pocket, hein, souvenez-vous du 1849, hein, qui est un modèle réduit du 1851, qui est sorti donc avant, il y a eu 336 000 exemplaires. Mais faut rapporter ça au... Comment dirais-je, le 1851 fait 336 000 exemplaires fabriqués jusqu'en 1873, fin de production. Celui-là fait 200, je crois, 200 ou 220 000, je ne sais plus, exemplaires, mais à partir de 1860, donc 10 ans après celui-là. Donc quand on ramène au ratio quantité-année, c'est un plus gros succès celui-là que celui-là. Et de même que le Remington sera un succès énorme aussi, pour la même raison. Alors maintenant, on a fini avec Remington. Remington a sorti d'autres modèles et tout, mais bon, voilà, modèle militaire, c'est celui-là. Et aujourd'hui, on n'aborde que les revolvers militaires. On va brièvement parler de Smith & Wesson, tout de même, pour expliquer pourquoi Smith & Wesson, finalement, ne fait pas partie des armes qui ont fait la guerre de sécession de manière officielle, avec l'armée,
tout simplement parce que Smith & Wesson n'a pas obtenu de contrat militaire. Donc il y avait pas mal de militaires qui avaient des revolvers Smith & Wesson, parce que les revolvers Smith & Wesson étaient quand même aussi en avance sur leur temps, on va dire, sur les autres, puisqu'ils tiraient déjà des cartouches métalliques, mais en petit calibre. Donc c'était calibre 22 ou calibre 32. Donc on était, voilà, ça n'intéressait pas les militaires. En revanche, au même titre que le 1862, les petits Smith & Wesson intéressaient les officiers ou les soldats en backup, en armes de secours. Alors je vous montre quand même à quoi ça pouvait ressembler. Je crois que j'ai ça ici. Voilà. Et vous allez reconnaître la silhouette hein, tout de suite hein, de ce que Smith & Wesson faisait à l'époque. Hein. Voilà, hein. Vous voyez ce... Voilà, c'était ce genre de truc. Donc c'est vrai que ça pouvait pas intéresser les militaires. Mais bon, j'en parle. Et si vous voulez en savoir plus, encore une fois, vous allez visionner la vidéo. Prenez 1h20 devant vous, hein, parce qu'elle fait 1h18. Et puis vous installez confortablement. Un petit verre de rosé au dos, voilà, qui va bien. Et puis, voilà, je vous raconte toute l'histoire de Smith & Wesson. Alors, on arrive maintenant à une autre pièce qui a eu un parcours un peu chaotique et qui est très connu aussi des amateurs de poudre noire, c'est le Star. Voilà, le Star et sa silhouette si particulière. Voilà, le revolver Star. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, je remercie un ami tireur, Roland. Roland, je sais que tu nous regardes, donc je te remercie pour les deux armes que tu m'as prêtées, qui vont être étudiées aujourd'hui, c'est le Star et le Whitney. Voilà, donc merci à toi Roland de m'avoir prêté ces armes qui me permettent d'illustrer ces deux marques que sont Star et Whitney. Alors, la famille Star, c'est une famille d'armuriers déjà, depuis toujours. Ils sont armuriers, enfin depuis toujours, depuis qu'il y a des armes. C'est une grosse famille, hein. La famille Star, c'est une grosse famille. Certains sont dans la fabrication, d'autres sont dans le négoce, mais ils sont dans les armes. Ils fournissent l'armée depuis des décennies, des sabres, des haches, des couteaux, des lances, voilà, et également des fusils. Alors soit qu'ils fabriquent, soit qu'ils font fabriquer, mais bon, c'est un interlocuteur très important de l'armée. Voilà, la famille Star. Et le jeune, alors Ebenezer, il s'appelle, Ebenezer, voilà, on a Eli Fallet Remington, Ebenezer Star. Alors Ebenezer Star, le jeune Ebenezer Star, lui, il a envie d'inventer un revolver qui serait révolutionnaire et qui aurait vocation à supplanter tous ses concurrents. Alors, autant dire tout de suite qu'il ne va pas y arriver, hein. Ça c'est voilà, c'est louable comme volonté, mais enfin voilà. Mais il va quand même produire une arme tout à fait intéressante, qui ne sera pas évidemment un succès commercial, mais qui est quand même assez particulière. C'est pas beau esthétiquement, encore une fois, enfin, moi ça me plaît pas, mais il faut reconnaître que voilà, c'est le Star, il a... alors c'est un revolver à poudre noire, à percussion, mais vous voyez tout de suite qu'on est sur un double action. Donc on est sur un revolver double action quand même. Hein, donc ce Star, il va avoir beaucoup de mal à être acheté par l'armée. Il y a, malgré des qualités, hein, voilà, il a quelques soucis au départ comme toutes les armes. Il y a des petits problèmes, alors l'armée le rejette, demande d'apporter des modifications, donc Star apporte des modifications, et jusqu'à arriver à un modèle qui va satisfaire l'armée, puisque c'est l'histoire hein, nous dit que le modèle d'essai aurait tiré 900 coups, un petit peu plus de 900 coups, sans avoir à être nettoyé ou réparé, ou une pièce cassée, etc. Ce qui fait que c'est quand même environ 50 000 pièces qui vont être vendues à l'armée, tout modèle confondu. Alors, ces 50 000 pièces, c'est pas énorme comparé aux centaines de milliers d'autres, mais ça reste quand même le troisième fournisseur de l'armée. Voilà, tout simplement parce que tous les autres fabricants en auront vendu moins que Star. Alors c'est aussi c'est marrant les histoires d'armes, parce que
En fait, chez les militaires, vous aviez ceux qui étaient partisans de tirer rapidement et ceux qui pensaient que c'était pas une bonne idée. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. La capacité à faire feu, évidemment, a son importance, sauf que en période de guerre, il faut quand même acheter des munitions. Et si vous avez une arme qui tire très très vite, et la plupart du temps à côté, vous gaspillez des munitions. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des militaires qui étaient opposés aux mitrailleuses. Il y a des militaires qui étaient opposés justement au revolver à double action parce qu'on tirait trop vite et qu'on gaspillait les munitions. Donc c'est marrant de voir que finalement ces considérations-là, elles pesaient sur les commandes ou pas de l'armée. Voilà. Alors là, j'ouvre une parenthèse un petit peu aussi parce que on sait que Colt et Remington dominent le marché à l'époque. Hein. C'est les deux gros poids lourds de l'armement. Ils avaient compris tous les deux l'importance des relations publiques dans l'obtention des contrats militaires. Et il est plus que probable, hein, d'après les historiens, que tous les deux ont eu recours à ce qu'on appelle aujourd'hui des stratégies d'influence, mieux connues sous le nom de lobbying. Et on sait, hein, ça c'est historique, que aussi bien Colt que Remington avaient des gens dédiés à faire le forcing à Washington. Voilà, pour le compte de Colt et de Remington. Donc il est probable qu'ils soient intervenus de façon à ce que certains marchés ne tombent pas entre les mains autres que celles de Remington et de Colt. Voilà. Alors est-ce que Colt et Remington se sont entendus entre ça? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il est attesté quand même qu'ils avaient tous les deux compris la puissance du lobbying, que c'était important pour se maintenir. Ce qui explique que certaines armes, pourtant de grande qualité, n'ont pas eu les suffrages voulus pour obtenir les contrats militaires, ou alors quelques milliers de pièces, et voilà. Alors que ça aurait peut-être mérité un petit peu plus d'engagement. Mais enfin bon voilà, donc c'est ce qui se dit en tout cas. Alors maintenant, on va parler d'une autre arme qui s'appelle le Whitney. Et Whitney, forcément, ça nous évoque quelque chose, et pas simplement les armes à poudre noire. On va comprendre pourquoi. Alors le Whitney, c'est ça. Voilà, le revolver qui a fait la guerre de sécession, c'est ça. Donc, on retrouve un mélange de Remington, de 1851, voilà, on est un peu sur les mêmes modèles, donc cadre fermé, effectivement, avec l'avantage, le même avantage que Colt, c'est que c'est pareil, vous enlevez ça, vous tournez la clavette, et le barillet sort, etc. Voilà. Je ne vais pas le refaire parce que si j'arrive pas à le remettre, je vais paraître ridicule. Je remercie Roland, toujours le même collectireur. Hein. Roland m'a prêté le Star et m'a prêté le Whitney. J'ai voulu le corrompre, lui acheter, mais il ne veut pas s'en défaire, il a bien raison. Voilà, donc merci à lui pour m'avoir prêté ce Whitney et ce Star pour illustrer cette vidéo. Alors Whitney, je lis un peu mes fiches. Hein. Whitney, c'est un inventeur de génie. Le père, le patriarche, qui s'appelle Eli Whitney. Alors Eli Whitney, en 1792, il est assez jeune, il invente une machine qui va révolutionner le coton dans le sud de l'Amérique. C'est les graineuses à coton. Voilà, il invente les graineuses à coton. Parce qu'à l'époque, le marché du coton avait un peu baissé parce que ça devenait moins rentable que le tabac. Parce que égrainer à la main le coton, c'est un truc... voilà. Donc, quand Eli Whitney sort en 1792 les graineuses à coton, c'est la révolution. Mais c'est la révolution, pas pour lui, parce qu'il est assez jeune, il est inexpérimenté, et il ne protège pas son invention. Donc, il est pas... Alors, soit il ne protège pas parce qu'il n'avait pas les moyens, soit parce qu'il n'a pas pensé qu'il fallait protéger, et que on était déjà dans un monde de requins, et que voilà, donc les graineuses, elle n'a pas fait sa fortune, mais elle a fait de la fortune des concurrents qui, eux, se sont empressés de s'emparer de son invention et de faire fortune. Voilà, mais bon, c'est quelque part, c'est la loi du marché, et peut-être heureusement, parce que s'il avait protégé les graineuses, bon, il touchait beaucoup d'argent avec son graineuses à coton, il n'aurait peut-être pas eu l'idée de développer des armes. Donc lui, il s'est dit...
je vais m'orienter vers la fabrication d'armes à feu, et c'est ce qu'il a fait au début des années, donc dans les années 1790, après cette histoire dégraineuse, et il a, lui, la consécration en 1798. On est bien avant Colt, bien avant Smith & Wesson, etc. En 1798, il a une énorme commande militaire, donc la Whitney Armory va devenir l'égale de Colt, de Remington, de Smith & Wesson, de Winchester, dans toutes ces périodes-là. Whitney est aussi gros, quasiment aussi gros que ces fabricants-là. On va se souvenir, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure à propos du Walker, qu'en 1847, quand Colt veut faire fabriquer le Walker, à qui il s'adresse? Puisque Colt n'a pas d'usine, n'a pas de moyens de production, il demande à Whitney, il demande à ce fabricant-là de lui fabriquer les 1000-1100 exemplaires du Walker. Et la petite histoire, j'en parle dans ma vidéo sur Smith & Wesson, c'est que, alors soit Colt directement, soit Whitney, ça j'ai pas réussi à trouver l'info, demande à la Wesson Reef Company, donc qui était la société d'Edwin Wesson, dans laquelle travaillait Daniel B. Wesson, qui s'associera plus tard avec Cora Smith pour donner Smith & Wesson, mais au tout début, ils ne se connaissent pas encore, et ça s'appelle la Wesson Reef Company, et alors soit Colt, soit Whitney demandent à la Wesson Reef Company de fabriquer 1000 barillet pour le Colt Walker. Voilà. Vous voyez, c'est anecdotique, mais c'est marrant, c'est intéressant à savoir. Bon, voilà, on termine avec ça. On va aborder maintenant une arme qui n'a pas fait la guerre de sécession. On va en parler quand même, d'une part parce que je l'ai, et d'autre part parce que c'est une arme que tous les tireurs à poudre noire connaissent, et tous ceux qui font des compétitions de poudre noire connaissent. Parce que c'est un peu le squatter du podium des compétitions poudre noire. Bon, cette arme, c'est le Roger et Spencer. Roger Spencer, ici c'est un modèle fabriqué par Euroarm, modèle gravé, que j'ai trouvé d'occasion bien sûr, voilà, qui est magnifique, voilà, très très belle pièce. Donc là aussi on est sur quelque chose d'extrêmement solide, etc. Et de sophistiqué également, c'est le même principe, vous abaissez le refouloir, vous tournez la vis sur le côté, voilà, et vous sortez le barillet sans avoir à démonter le canon et tout le bazar comme sur les Colt. Voilà, c'est une arme que j'ai jamais trouvée esthétiquement très très belle. C'est pas aussi fin évidemment qu'un 1851 ou un 1860, mais je reconnais que quand vous l'avez en main, bon, si j'étais combattant pendant la guerre de sécession, je crois que je préférerais avoir un Remington et un Roger Spencer, ou même un Whitney, plutôt qu'un Colt, même si les Colts n'ont jamais vraiment failli à la tâche qu'on leur demandait. Bref, Roger Spencer, donc on va faire une petite histoire sur le Roger Spencer, et expliquer pourquoi finalement il a été commandé par l'armée mais il n'a pas fait la guerre. Amos Rogers et Julius Spencer s'associent en 1837 et fabriquent des machines agricoles et de l'outillage. On l'a vu souvent, avant de fabriquer des armes, on fabrique des objets en métaux, des outils, etc., etc. Et puis on en vient à fabriquer des armes. C'est le cas de Roger et Spencer, donc Amos Rogers, je sais pas, et Julius Spencer. Donc ils fabriquent des machines agricoles, de l'outillage, mais dans un coin du bâtiment quand même, il y a un petit truc d'armurier, mais pas pour fabriquer, c'est plus pour réparer, voilà, les paysans ou les habitants du coin qui ont des armes, il y a un truc qui marche pas, ils l'amènent chez Roger Spencer, vous pouvez me réparer ça. Et, bon, ils ont un petit coin armurerie, on va dire, mais c'est vraiment marginal, voilà, hein, c'est pas du tout ce que ça deviendra plus tard. En 1859, alors là en 1859, il y a un certain Pentagile, je ne sais pas comment on écrit ça, c'est P-E-2-T, enfin comment on prononce ça, parce que comment on l'écrit je sais évidemment,
P-E-2-T-E-N-G-I-L, L, 2 L à la fin, Pettengill, voilà. Bref, toujours est-il qu'en 1859, ce mec-là, il se présente chez Roger Spencer, il a déposé un brevet l'année d'avant sur un revolver et dit je vous le vends parce que moi je peux rien en faire, j'ai pas les moyens, etc. etc. Donc Roger Spencer vont racheter ce brevet. Ils vont embaucher immédiatement un armurier assez connu qui s'appelle Courtney Schenck. Alors, Courtney Schenck, c'est un très très bon armurier. Et donc, Roger Spencer a dit, voilà, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Alors, le brevet déposé par Pentagill, c'est ça. Voilà, alors ça, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vilain comme tout, quoi. Ça ressemble à rien. Mais c'est technologiquement assez avancé. On est également sur un double action avec une carcasse fermée, mais un chien non apparent qui est caché. Voilà, donc c'est pas beau, mais ça a le mérite d'exister et de fonctionner. Voilà, ça fonctionne et ça sera fabriqué par Roger Spencer. Sauf que ça aura quand même pas mal de problèmes répétés. L'armée va faire des essais, va le rejeter, va faire des essais, va le rejeter. Et ils vont en commander de cela, ils vont en commander 2000, ce qui est une petite commande tout à fait, pas insignifiante, mais c'est pas ça qui vous sauve la vie. 2000 pièces, et la moitié, nous dit Didier Bianchi dans ses bouquins, la moitié seront mis de côté par l'armée parce que ça ne fonctionnait pas bien. Alors, évidemment, une commande de 2000 pièces, même si c'est une commande militaire, ça ne permet pas à Roger Spencer d'amortir les investissements. Parce qu'on se rappelle, il ne fabriquait pas d'armes. Donc pour pouvoir fabriquer cette arme-là, ils ont investi dans des machines-outils. Ils ont investi dans du personnel. Alors avec une commande de 2000 pièces, c'est pas ça qui va leur sauver la tête. Donc ils se disent, il faut absolument qu'on fabrique autre chose et qu'on repense complètement et qu'on sorte quand même un revolver que l'armée puisse acheter, quoi. Et donc ils ont sorti celui-là, qui est donc le Roger Spencer 1863, et qui, après plusieurs essais, finalement sera adopté par l'armée. L'armée va en commander, je regarde ma fiche, 5000 exemplaires en novembre 1864. Donc la guerre n'est pas finie en novembre 1864, mais c'est la commande qui arrive en novembre 1864, avec des délais de livraison qui vont de janvier 65 à septembre 65. Et en fait, on le sait, on l'a vu tout à l'heure en début de vidéo, la guerre de sécession se termine en avril 65. Donc il y a les 5000 pièces de commande ont été livrées, au bout du compte, par Roger Spencer, ont été payées par l'armée, mais absolument pas utilisées, ou alors de manière très confidentielle, en toute fin de guerre, quoi, par quelques hommes peut-être, voilà, qui ont été équipés, parce que c'était les exemplaires qui venaient d'être livrés, mais voilà. Donc l'histoire dit, il n'y a pas de raison d'en douter, que l'armée, qui contrairement à son habitude, quand la guerre était finie, qu'elle se débarrassait de certaines armes, elle les vendait sur le marché civil, là c'est pas le cas. En 1904, les 5000 à peu près Roger Spencer ont été retrouvés intacts dans un arsenal, dont j'ai oublié le nom, j'ai oublié de le noter. Sur des étagères, voilà, il y avait les 5000 pièces absolument neuves, dans un état neuf, ça n'avait pas bougé. Donc en 1904. En 1904, évidemment que les revolvers à poudre noire, etc., tout ça c'est fini. On est sur des revolvers à cartouches métalliques, on est sur de la poudre sans fumée, on est sur des barilles basculants, on est sur des mitrailleuses, on est sur des pistolets automatiques, semi-automatiques. Donc on n'est plus du tout... voilà, donc l'armée n'a pas du tout cherché à employer ces armes-là. C'est pour ça que sur le marché de l'occasion et des collectionneurs, la plupart des Roger Spencer d'époque sont dans un état concours, quoi, parce que n'ont jamais été utilisés, tout simplement. Voilà, donc je vous le représente. Voilà, c'est une arme, ça a de la gueule quand même, je trouve. Voilà, c'est presque... Alors, au niveau de la prise en main, autant le Remington, j'ai pas une super prise en main, autant le Roger Spencer, je l'ai bien mieux en main. Alors peut-être que c'est à ma main que ça va le mieux, et puis que pour d'autres, ça sera le Remington. Dans les deux cas, d'ailleurs, vous voyez, on est sur une détente, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien là, on est sur une détente large, voilà, vachement confortable, ce qui est le cas du Roger Spencer.
on est sur une détente large également. Alors que vous voyez sur les Colt, on est sur des petites détentes, voilà, y compris, voilà. Alors, Colt, voilà, ça a toujours été des petites détentes comme ça. Donc, le Spencer et le Remington, franchement, sont hyper confortables à tirer. Voilà, bon, j'ai globalement fini hein, cette vidéo sur les armes nordistes, on va dire, mais je vais quand même vous parler comme ça, juste en passant, de quelques revolvers qui ont vraiment joué un rôle mineur dans la guerre de sécession, mais je vous en parle quand même parce que les livres de Bianchi en parlent. Il y a Allen et Willock, il y a Freeman, il y a Norton Savage. Alors Norton Savage, c'est une arme, j'ai une photo, parce qu'il n'y a aucun fabricant italien qui a décidé de reproduire cette arme-là. Et vous allez voir, voilà c'est assez... voilà, il y a quelque chose de... On retrouve un peu quelque chose du volcanique. Hein, j'en parle dans ma vidéo sur Smith & Wesson, hein, parce que les premiers volcaniques ne s'appelaient pas des volcaniques, s'appelaient des Wesson Norwich, voilà, des Wesson Norwich, Smith & Wesson Norwich. Et voilà, donc le Norton Savage, c'est celui-là. Donc il fallait armer avec cette partie-là, et après la détente était ici, et voilà. Donc c'est assez... ouais, c'est une arme en revanche que je trouve plutôt tellement particulière que je la trouve belle. Hein. Bon, voilà, alors qu'elle est peut-être pas plus que les autres, mais enfin voilà. Bon, il y a aussi les revolvers Prescott, il y a le revolver Jocelyn, il y a etc. Bon, mais c'est mineur, voilà, c'est mineur, et puis on ne peut pas non plus tout faire. Mais je vous en parle quand même. Alors, quelques bouquins maintenant, parce que c'est intéressant. Donc, bon, bouquin Smith & Wesson, sur les Smith & Wesson, on l'a vu, c'est marginal dans la guerre de sécession. Ce qui est le plus important, voilà, ça a été ce qui m'a servi de référence, hein, c'est les bouquins de Didier Bianchi, le Nord, le Sud, les armes. Alors lui, il aborde toutes les armes, hein, y compris les armes longues, hein, les fusils, etc. Bon, moi, c'était juste les armes de poing. Mais voilà, ça, c'est un peu la Bible, on va dire, sur les revolvers à percussion. Le Dominique Vénère, voilà, très très intéressant aussi, très très belle photo, l'iconographie elle est top. Ça c'est le Caillou, les Colt, il y a toute une série hein, sur Colt, je les ai pas tous, mais j'ai les Colt à percussion et les Colt à cartouche métallique. Là c'est le livre sur les Colt à percussion, c'est une bonne référence aussi quand on s'intéresse aux armes de la guerre de sécession. Pour ce qui concerne Remington, vous avez ce super bouquin de Bianchi également. Bianchi a beaucoup fait pour faire connaître les armes de l'Ouest hein, en France. Voilà, Didier Bianchi, la saga donc, de Remington. Ensuite, vous avez encore le livre Les armes américaines de Dominique Vénère, qu'on trouve en occasion pour 10-15 balles, hein, vous les trouvez. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, un super bouquin sur la guerre de sécession, parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que la guerre de sécession a été la première guerre réellement médiatique. C'est-à-dire qu'on a des tonnes de photos de la guerre de sécession, et ce bouquin en fait partie. Vous voyez, il y a plein de photos, plein de photos. Voilà. Photos des sous-marins dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Voilà ça. Très bon bouquin aussi sur le général Lee, voilà, que je vous recommande. C'est aux éditions Perrin. Ça vaut 24 €. Et enfin, le Dominique Vénère, le Blanc Soleil des Vaincus, qui vous raconte l'histoire de la guerre de sécession vue par comment dirais-je, un homme qui a fait, qui est mort, vous le savez dans quelles circonstances, et qui a énormément contribué je ne vais pas dire à valoriser les armes en France, mais à défendre les armes en France. Il a écrit énormément de bouquins, et pas que des bouquins sur les armes d'ailleurs. Grand écrivain, et je vous invite à lire ce bouquin. Ça se lit comme un roman, alors que ça n'en est pas un, mais ça se lit comme un roman. Voilà les amis, j'espère que vous n'avez pas trop trouvé le temps long. Moi je me suis régalé comme à chaque fois. J'ai encore 1000 anecdotes dans la tête, mais voilà, c'est impossible, quoi. Sinon on passe la journée ensemble. Ce qui ne me dérangerait pas, mais au bout d'un moment, après on s'attache, attention. Donc voilà, fini pour cette vidéo sur les armes de poing à percussion nordistes. La prochaine vidéo que je vais faire dans quelques jours sera consacrée, elle, aux armes nordistes. Alors elle sera moins longue, parce que des armes nordistes, il n'y en a pas eu beaucoup, en fait.
de fabriquer, hein, j'entends, de fabriquer par les sudistes, pardon, je dis nordistes, les sudistes. Voilà, bon, bref, j'arrête. On se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo, les armes sudistes de la guerre de sécession. Bye bye les amis, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite. Ciao, bye.